Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Marc Vénia sur le sujet de l'avenir des petites associations du médico-social, donc des associations qui vont regrouper un seul, voire deux, voire trois établissements, mais rarement plus. Et la question qu'on se pose, c'est comment elles peuvent continuer leur activité quand on voit que qu'il y a des groupements très importants, des groupes... des fusions, des regroupements qui amènent à des acteurs très importants. Et du coup, avec Marc, qui est chargé de développement pour l'association Nathalie Douany, donc une association lilloise, on va essayer de décrypter un petit peu, essayer de creuser un peu ce sujet. Alors, merci Marc de participer. Ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter. Ok, donc moi je m'appelle Marc Vénia, j'ai travaillé en tant qu'adjoint de direction pendant 8 ans au sein de l'association Nathalie Douany, donc qui est une association qui gère 2 EHPAD sur l'île. J'ai été aussi également pendant 2 ans directeur d'un EHPAD et désormais, donc depuis janvier 2022, je suis chargé de développement associatif au sein de cette même association. Et donc ma mission, c'est de créer une nouvelle association qui va regrouper des associations du social et du médico-social dans le Nord-Pas-de-Calais et de coordonner en fait des échanges, des activités, des projets entre toutes ces associations. Ok, bon, on va préciser là aussi qu'on se connaît bien du coup parce qu'on était sur des EHPAD voisins. Oui, tout à On a fait. la même formation, le même parcours et on est membres tous les deux de la FNADEPA. Donc, Tout à fait. voilà, il faut être transparent, je pense. Après, alors, ça m'amène déjà plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené à travailler en EHPAD? Pourquoi tu es Euh, allé en EHPAD? Alors moi j'ai une formation à la base dans la gestion et le management parce que voilà ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé et j'ai toujours eu une fibre voilà sociale et donc je me suis orienté et spécialisé dans le médico-social en faisant une formation de management des établissements sociaux et médico-sociaux. Et si je me souviens bien, toi, tu as fait beaucoup de stages déjà sur l'association Nathalie Douany, donc c'est vraiment enfin, tu y es arrivé un jour et Et j'y suis pas tu n'es reparti, jamais quoi. reparti, quoi. Non, c'est ça. J'ai fait mon stage et mon alternance là-bas et puis ouais, voilà. En plus, c'est ça qui était intéressant, c'est enfin voilà, de me passionner un peu pour le secteur, mais aussi pour l'associatif parce que voilà, il y a toujours des initiatives intéressantes dans ce secteur-là. Donc voilà, c'est un petit peu la vocation, quoi. Alors, pourquoi quand on est une association et qu'on gère un EHPAD, pourquoi on recrée une association? Comment vous êtes arrivé à ce projet-là? Alors en fait, la réflexion elle a toujours été faite par le conseil d'administration au sein de l'association Nathalie Douany. Alors, pour en refaire l'histoire, mais depuis la loi HPST, on va dire depuis une dizaine d'années, il y a toujours cette réflexion-là de revoir un petit peu le modèle des EHPAD avant tout et de se dire, voilà, on peut il y a un moment donné où l'augmentation des exigences, qu'elles soient politiques ou des familles, voilà, l'augmentation de l'exigence en termes de démarche qualité, voilà, de ce genre de choses, fait que le conseil d'administration a pris très tôt conscience de dire que seul, ça allait être compliqué et que qu'il fallait mieux quand même anticiper les choses avant que ça nous soit imposé et surtout d'anticiper les choses en se disant on va choisir
choisir avec qui on va se réunir plutôt que d'avoir un choix imposé. Donc ça a toujours été voilà, la réflexion du conseil d'administration qui aussi se pose la question, mais comme dans beaucoup d'associations, de l'avenir de la gouvernance parce que crise du bénévolat, donc forcément dans le conseil d'administration, c'est toujours compliqué de recruter. Voilà, eux aussi ont des problèmes de recrutement et puis voilà un vieillissement aussi du conseil d'administration. Donc la question se pose depuis longtemps de la pérennité de cette association et des associations en général. Ouais, c'est vraiment parce qu'il y a un sujet sur le fait tu dis loi HPST, regroupement. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu un peu comme une forme d'épouvantail de dire, voilà, vous pouvez pas rester seul, les petites structures, c'est fini, il faut se regrouper pour X raisons, hein, notamment à la fois des économies d'échelle, mais à la fois sécuriser aussi euh, le fonctionnement, les ressources, en étant voilà, plus gros, en fait, pour être peut-être plus solide. Je ne sais pas si c'est forcément lié, mais c'est un moment, ce que beaucoup d'établissements et beaucoup d'assos, et moi aussi, en fait, on a cru de se dire à un moment, voilà, ça y est, c'est fini, on ne peut plus rester seul. Sauf qu'en réalité, pour le moment, il y a pas eu réellement d'approche, ni même les ARS ont toujours dit, ben, si vous voulez vous rapprocher de OK, il n'y a pas de souci, on en discute, mais nous, quoi qu'il arrive, pour l'instant, on n'imposera rien. C'est au final parce que la logique CEPOM voulait ça aussi. Voilà, forcément, il y avait cet objectif d'avoir voilà, d'avoir un peu moins d'interlocuteurs et d'avoir un contrat un peu plus pluriannuel. Donc voilà, d'être moins dans la gestion annuelle et de petites associations. Après, je pense qu'il y a aussi ce qui est intéressant dans le secteur associatif et on le voit au quotidien, c'est qu'il y a toujours des initiatives un petit peu particulières dans le secteur. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué bah, voilà, enfin, il y a beaucoup de sigles dans le médico-social, mais je veux dire, il y a beaucoup de petites initiatives aussi, donc c'est toujours compliqué de réunir voilà, et comment on peut dire, tous les EHPAD, toutes les associations sont très différentes aussi, de par leur histoire, de par leur culture, donc c'est aussi qui est compliqué de parler de regroupement ou même de fusion ou dans ce secteur-là, ça c'est certain aussi. Ouais, une forme de culture et d'habitude c'est plus une forme de culture, je pense, parce que c'est vrai qu'avec le CEPOM, c'est logique de se regrouper. Et quand on a un seul établissement, aller signer un CEPOM, en fait, ça change pas grand-chose que cette bonne vieille convention tripartite où finalement on a un établissement, voilà, le département, l'ARS. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est logique. Après, euh, alors à ton avis, parce que moi j'ai un avis là-dessus, on pourra en discuter, mais à ton avis, pourquoi il y a encore des établissements qui travaillent peut-être un peu seuls dans leur coin, euh, et qui se sont pas rapprochés, pourquoi il reste des établissements quand même très autonomes, d'après toi? Bah, je pense que, il y a plusieurs raisons. Déjà, quand on veut se réunir, se regrouper, quelle que soit la forme du regroupement, il faut à un moment donné lâcher du lest voilà, et lâcher un petit peu de son pouvoir, parce que forcément, quand on joue collectif, bah, faut aussi décider avec les autres. Donc ça peut être un premier frein. Après, il y a aussi peut-être dans certaines associations qui, pour le moment, tournent très bien, voilà, parce que il y a une culture, il y a eu peut-être une bonne négociation dès le départ de la création de l'association. Enfin voilà, il y a une dynamique qui est plutôt intéressante. Et puis donc, bah, forcément, peut-être moins d'anticipation de leur part, de se dire, mais voilà, est-ce que ce modèle-là, il sera encore viable dans 5, dans 10, dans 15 ans? Voilà, il y a peut-être aussi une vision un peu moins long terme. Après, c'est peut-être aussi des associations qui, alors on va pas parler de chance, mais qui n'ont jamais eu de soucis aussi particuliers, alors parce que c'est peut-être bien géré, mais parce que aussi ils n'ont jamais fait face à de gros problèmes. Voilà. Après, les cartes sont peut-être aussi redistribuées depuis le Covid, parce que c'est sûr que voilà, c'est quand on est en gestion de crise. Quand on fait face à une grosse crise, c'est là où on remet en question notre modèle. Donc, il y a peut-être des associations pendant le Covid, et je suis certain qui sont remis en question en disant, mais voilà, ça a été très violent, c'était très dur, et
est-ce qu'on va pouvoir revivre ce type de crise? Alors, pas forcément Covid, mais d'autres types de crises. Donc, voilà, c'est peut-être un petit peu les raisons de certaines associations qui ne veulent pas se regrouper et puis d'autres qui se posent désormais la question, quoi. Ouais, je suis d'accord. L'idée, c'est que c'est plus simple de rester comme on a l'habitude, de pas trop aller se frotter avec les voisins sur des sujets où il va falloir trouver des compromis et avancer ensemble, et ça va prendre du temps. Maintenant, je suis d'accord que en situation de crise ou de difficulté, souvent ça va être lié à diverses, mais surtout financières, où à un moment il n'y a plus le choix et c'est là où il va falloir se rapprocher. Et ce qui est un peu dommage, et je trouve que c'est ton initiative, enfin votre initiative, elle est intéressante, c'est que autant anticiper plutôt que de se retrouver devant le fait accompli. Et le jour où on a un problème, on le voit, une petite structure, la difficulté, je sais pas, un dégât des eaux, un problème dans le bâtiment, X chambres immobilisées, eh ben, on perd l'activité et puis finalement, les salaires, il faut les payer. Et à la fin, c'est comme ça que ça s'écroule et qu'il va falloir être repris par une autre association ou par un groupe. Et là, ça se fera avec moins de compromis parce que il y aura plus le choix, quoi. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, après, bah, ça dépend comment c'est fait, mais c'est vrai que ça peut être difficile. Il y a un sujet aussi, c'est que, enfin, bon, justement, c'est le projet aussi qui est le mien, c'est que il y a une histoire aussi de ne pas perdre la culture et les valeurs de l'association. C'est vrai qu'en fait, une petite association qui est isolée, et si elle veut se regrouper et tomber voilà, dans un gros groupe ou dans une grosse association, bah, il y a toujours ce risque de perdre l'histoire originelle, les valeurs, la culture. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué dans les regroupements, c'est qu'on va faire travailler ou faire échanger des associations qui ont sûrement des particularités au niveau de leur culture et de leurs valeurs. Donc c'est ça aussi, c'est à prendre en compte dans l'aspect de regroupement, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça, c'est un sujet qui est délicat parce que techniquement, une association qui gère finalement un EHPAD, c'est un peu comme une délégation de service public finalement. Elle exerce une mission qui lui est confiée par la collectivité en fait. Et c'est vrai que pour certaines personnes, parce que euh, l'association Nathalie Douany, mais comme, en fait, comme la majorité des associations qui sont présentes depuis longtemps, il y a une origine congréganiste en fait, parce qu'au départ, c'était les sœurs qui géraient le social, le médico-social en très grande partie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que encore beaucoup de personnes et de résidents euh, recherchent pas forcément, mais sont contents de trouver. Et, euh, et peut-être que, alors, le public en général, les établissements publics permettent, en fait, permettent beaucoup de choses en lien avec l'ensemble des religions, en fait, hein, pour la laïcité. Euh, je pense qu'en fait, les établissements privés, notamment les privés lucratifs, ils le font aussi puisqu'ils sont dans une logique de répondre aux attentes des résidents, mais forcément, ils ne le feront pas de la même manière, en fait. Et je comprends que la logique des associations est certainement peut-être encore plus des conseils d'administration qui peut-être sont à l'origine d'une association, ont vu le bâtiment, ont participé à la construction, à la mise en route et tout ça, aux évolutions, ont vu tout ce qui s'est passé, sont très sensibles à, à garder, en fait, comme tu dis, l'histoire et des valeurs et des habitudes. Bah, oui, puis je pense qu'au final, alors je pense que le scandale des EHPAD lucratifs a aussi bah, a permis peut-être plus de transparence pour les personnes qui recherchent des EHPAD ou ceux qui connaissent pas forcément bien le secteur, parce que voilà, les gens se sont aperçus qu'il y avait bah ouais, du public, du privé lucratif et du privé non lucratif. Et forcément avec potentiellement une offre différente, quoi, tout du moins une culture et des services un peu différents. Donc ça va aussi, je pense, dans l'avenir, les personnes vont se poser la question de dire, bon, bah, je vais dans un EHPAD, enfin, je choisis un EHPAD, mais je choisis aussi un secteur et une culture qui est propre au secteur que j'ai choisi, quoi. Donc ça va être aussi l'enjeu de demain, hein, tout à fait. C'est possible. Après, moi, j'ai le sentiment que malgré tout, pour les, alors, moins les résidents, plus les familles, en fait, ils ont
toujours pas compris ce que c'est un EHPAD, comment ça marche, et ils font toujours pas la différence entre les uns et les autres. Non, bah après, c'est aussi parce que le modèle, il est un peu complexe à comprendre, hein, quand Ça, on c'est voit vrai. comment il est construit. Enfin, même quand on est dans le secteur, bon, encore heureux qu'on le comprend, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir tous les tenants et les aboutissants et les spécificités du secteur. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir plus de transparence, c'est ça aussi qui va améliorer l'image des EHPAD, c'est de faire comprendre aux futurs résidents et à leurs familles, de dire, bon, bah voilà, le fonctionnement, d'expliquer correctement le fonctionnement et qu'il puisse être compris par tout le monde, parce que des fois c'est un petit peu complexe, ne serait-ce que bah, le financement, les budgets, voilà, c'est toujours un peu, les gens ont toujours l'impression que c'est opaque, alors qu'en fait c'est juste un tout petit peu complexe entre bah ouais, un prix de journée, une dotation soins, voilà, il y a toujours cette ambiguïté de voilà, bah, on paye quand même le salaire des soignants, enfin c'est toujours un petit peu, il y a toujours un mélange un Le peu qui paye complexe. quoi, en fait, Voilà, le qui paye quoi, et donc et ça se pose encore plus la question depuis depuis le scandale avec les EHPAD lucratifs, où là, bah voilà, l'aspect financier qui a toujours joué dans les EHPAD, vu le reste à charge pour les résidents et les familles, mais là, ça va encore plus jouer, étant donné que il y a, voilà, il y a des suspicions de budget un peu mal fléché, quoi. Donc, c'est un petit peu ça, voilà. Ouais. Alors, du coup, donc pour avancer par rapport à notre sujet, donc la question du devenir des assos, notamment des assos autonomes, pour conserver leurs valeurs, leur histoire, essayer d'avancer, mais c'est aussi avancer en fait, et pas Mm. rester figé un peu dans le passé, mais c'est comment s'adapter, évoluer. Vous avez créé une asso qui s'appelle l'œuvre vive et qui va permettre aux assos plutôt autonomes, du coup plutôt petites, mais après tu me diras jusqu'à quelle taille vous acceptez. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, donc on a créé là une association qui s'appelle l'œuvre vive, donc depuis le mois de juin, et l'idée donc c'est de regrouper des associations du social et du médico-social, que ce soit des associations de l'insertion, de l'enfance, du secteur du handicap, de la personne âgée, et donc l'idée c'est justement de créer une nouvelle association pour mettre en commun un certain nombre de choses, de décloisonner aussi les secteurs, parce que l'idée, c'est aussi de faire travailler le secteur du handicap avec le secteur de la personne âgée, de l'insertion, enfin voilà, trouver des choses à faire ensemble, même si à l'origine, on vient pas du même secteur pur, quoi, mais en tout cas de trouver des choses à faire, parce que l'idée, on sait que dans le secteur du social et du médico-social, l'objectif de tous, c'est d'aider les autres. Alors c'est sûr que ça peut être d'accompagner des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, par exemple, mais en tout cas, on peut faire des choses ensemble, même si on vient d'un secteur un peu différent. Et donc l'idée, c'est de regrouper ces associations-là dans le Nord-Pas-de-Calais, mais tout en maintenant aussi l'indépendance, l'autonomie, les valeurs et la culture propre à l'association, quoi. Ça remplace pas l'association, c'est vraiment un trait d'union, un espace de regroupement où on va réfléchir aux besoins qu'on peut avoir, aux ressources qu'on peut mettre en commun et aux projets qu'on peut piloter ensemble. Et dans la forme et l'organisation, l'idée aussi, c'est que chaque association a le même pouvoir que les autres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'égalitaire dans le conseil d'administration et dans le pilotage de l'association, et donc il n'y a même pas de différence entre une petite association et une plus grosse. Voilà, tout le monde a le même pouvoir, le même poids dans l'association pour y prendre des décisions, et donc l'idée c'est que en fonction des besoins de chacun, bah, on va traiter des sujets, en fonction des ressources que les uns et les autres veulent mettre en commun, on va pouvoir aussi croiser ça entre toutes les associations, et on va pouvoir aussi y développer des projets un petit peu transversaux, et de pouvoir mettre en place des projets dans toutes les associations qui seront adhérentes, et puis voilà, d'avoir des sujets qu'on a du mal aussi à traiter quand on est une association isolée, par exemple bah, voilà, la démarche qualité, la communication, la gestion de projet, voilà, ce genre de sujets qui sont quand même un petit peu compliqués à piloter aussi quand on est une petite association isolée, mais qui
voilà, ça prend du sens quand d'un coup on le fait à plusieurs et qu'on peut aussi partager des moyens. Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que l'avenir et puis l'avenir de cette association, elle sera, voilà, elle est entre les mains de chaque association. Donc, c'est la page est un peu blanche et donc, en fonction de ce que les associations voudront y mettre et y faire, et en fonction aussi des associations qui vont nous rejoindre, et ben, ça prendra une dimension différente et un chemin différent. Le partage des moyens, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que tous les établissements, finalement, euh, se plaignent de ne pas avoir assez de moyens. On voudrait toujours plus et c'est un peu normal. Et c'est vrai que finalement, on ne peut pas investir sur tous les sujets qu'on voudrait, que ce soit par exemple embaucher des juristes, des responsables qualité, des responsables de la communication, des gens voilà, qui vont venir sur des services support. Et finalement, c'est des services qu'on va retrouver ou des profils qu'on va retrouver dans des grandes assos voilà, qui vont regrouper plusieurs établissements dans les groupes, parce que là, du coup, il y a une forme d'économie d'échelle qui permet voilà, d'avoir des services support complémentaires et d'avoir des compétences, des talents, des gens qui vont maîtriser des experts, en fait, hein, par Ouais, rapport à certains métiers. tout à fait. Bah, en fait, là, on a 5 associations qui ont déjà adhéré à la création. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les profils, par exemple, des différents directeurs et directrices, où chacun, en fait, a une expertise de par son parcours professionnel, de par sa sensibilité. Et donc, on se dit, bah, voilà, chacun a un petit peu un profil différent et qui peut profiter aussi à l'autre. De même sur les conseils d'administration des établissements, voilà, il y a des bénévoles dans le conseil d'administration qui ont eu une carrière professionnelle riche, que ce soit par exemple dans le bâtiment, voilà, dans le droit. Et bah, donc ça veut dire qu'on peut mettre en commun, voilà, on peut partager l'expérience et les compétences de chacun. Et donc ça c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire gagner du temps un petit peu à tout le monde et de profiter de l'histoire, des compétences et de l'expérience de chaque association, quoi. Ouais. Sans être finalement trop engageant, parce que chacun vient et apporte ce qu'il peut ou ce qu'il veut. L'envie, ouais, voilà, ce qu'il a envie. Ouais. C'est ça la logique. Et par contre, ouais, c'est une asso d'association. Donc finalement, au départ, c'est surtout, enfin, il y a aussi les conseils d'administration qui vont pouvoir échanger, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a aussi, enfin, oui, c'est aussi dans une logique de gouvernance parce que dans l'association, en fait, chaque association qui sera adhérente va mobiliser un ou deux membres de son conseil d'administration pour représenter l'association dans l'œuvre vive. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir un lieu d'échange entre les conseils d'administration des différentes associations parce que bah, il y a aussi un projet associatif à rédiger et à construire. Et c'est aussi bah, de profiter là aussi de l'expérience des différentes associations, de leur histoire, des choses qu'ils ont pu vivre, et de faire profiter à l'ensemble des associations de l'expérience de chacun, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que est-ce que le plus gros danger qui plane au-dessus de ces petites assos, c'est pas tant le risque financier, le risque voilà d'avoir un problème voilà et puis d'avoir un problème de trésorerie, enfin bref, un problème d'argent. C'est pas forcément non plus le fait qu'on impose un regroupement forcé et que du Mm. jour au lendemain une asso perde finalement son comment dire, j'allais dire leadership, mais c'est pas trop ça, perdre un peu la main sur le fonctionnement. En fait, est-ce que le risque actuel, c'est pas plus pour les petites assos, tu as parlé de crise du bénévolat, le fait d'avoir des administrateurs, de plus avoir d'administrateurs ou d'avoir des gens qui finalement arrivent, reviennent, mais qui sont pas suffisamment peut-être pré-formés ou qui n'ont pas suffisamment la connaissance du fonctionnement, parce qu'on l'a dit, on le sait, c'est quand même super complexe. Ouais. Est-ce que c'est pas ça le risque? Et là, finalement, vous apportez une solution assez précise, de dire finalement, on se regroupe pour se renforcer, pour tenir, pour évoluer et avancer, quoi. Bah, l'idée, c'est aussi de prendre soin de toutes les associations. Voilà, on prend soin des gens, mais on prend soin aussi des associations. Et c'est que vu qu'on est partenaire et qu'on fait partie de la même association, bah, on fait attention aussi à l'avenir de la gouvernance des uns et des autres. Et c'est vrai qu'il peut y avoir deux risques.
le risque d'avoir du mal à recruter dans le conseil d'administration et donc, je ne vais pas dire de recruter n'importe qui, mais en tout cas de recruter des bénévoles, mais qui peut-être ont moins de compétences ou de connaissances du secteur, donc qui ont envie de s'engager, mais en même temps, à un moment donné, comme on l'a dit au début, le secteur il est quand même complexe et il est de plus en plus complexe, donc c'est vrai que ça peut être un danger. Et puis, le deuxième danger que là, toute association peut connaître, c'est à un moment donné l'essoufflement du conseil d'administration et donc la décision de céder l'association à un gros groupe, par exemple, parce qu'on n'y arrive plus et qu'il n'y a pas de successeur. Donc, ça aussi, c'est un gros danger. Enfin, c'est l'un des plus gros dangers aussi de ces petites associations où, d'un coup, il peut y avoir plus personne dans le conseil d'administration. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces associations-là? Nous, dans le secteur du médico-social, on a vu plein d'associations comme ça tomber dans le giron, soit de gros groupes lucratifs ou soit même de grosses associations. Alors, c'est pas mal en soi, hein, mais ça veut dire que derrière, c'est tout un changement de culture parce que d'un coup, l'histoire et les valeurs et la culture, elles s'oublient un peu face aux gros mastodontes qu'on a rejoints. Donc, c'est sûr que voilà, ça peut être, c'est l'un des dangers, l'un des risques de ces petites, surtout sur ces petites associations. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je dirais que autant le fait d'être repris dans un groupe et tout ça, ça permet finalement de bénéficier de ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais ce qui se passe là, il me semble en réalité, c'est que avant d'arriver d'être repris, bon, en général, c'est une catastrophe parce Ouais. qu'il y a surtout des décisions qui vont pas être prises, ou Mm. peut-être des petites erreurs stratégiques, mais qui vont conduire en fait l'établissement au bord du précipice. Ça veut dire que mauvaise gestion, mauvais fonctionnement, pas bonne décision, et du coup, un impact très négatif pour les résidents, pour les familles, pour les équipes aussi. Et souvent, c'est ça qui va amener l'établissement à réintégrer un groupe où il va y avoir un peu plus de structuration et surtout des profils et des compétences pour essayer de redresser un petit peu redresser un peu les choses. Maintenant, c'est vrai que autant prévenir plutôt que guérir et être dans une logique où, au niveau d'un conseil d'administration, avoir une gouvernance, avoir une équipe, c'est au-delà de la direction, c'est vraiment la stratégie de l'association et avoir un conseil d'administration qui prend les choses en main et qui assure. C'est aussi d'être dans l'anticipation parce que c'est sûr que ces associations-là qu'on a pu voir tomber enfin voilà, s'offrir à des grosses associations ou à des gros groupes, ils l'ont fait forcément en période de crise, c'est-à-dire ils étaient un peu au pied du mur. Donc en plus, voilà, c'est-à-dire qu'on attend souvent trop tard pour prendre la décision parce qu'on se dit bon ça va. Donc on va pas aller sur ces actions-là, mais c'est au moment où ça va un peu moins bien, moins bien, moins bien. Puis là, en fait, on prend la décision, mais il est déjà un peu trop tard. Et puis, nous, on a la chance dans les associations comme ça, où il y a eu à un moment donné voilà, une initiative, c'est que ça a été créé par des personnes qui incarnent pleinement les valeurs et la culture, quoi. C'est vrai que dans les conseils d'administration, alors peut-être parce que justement là en 2022, par exemple sur des EHPAD, sur des associations, on a beaucoup d'associations qui ont 20, 30, 40 ans, donc en fait qui ont été incarnées, qui ont été créées et incarnées par des figures dans les conseils d'administration. Donc c'est aussi ça, c'est comment on continue à incarner cette culture et ces valeurs alors qu'on n'a pas été à la création aussi de ces associations, quoi. Donc, c'est aussi de faire perdurer correctement l'objet social de l'association et de pas s'y perdre parce que justement, les créateurs qui incarnaient des valeurs et une culture, elles sont plus là, quoi. Donc, c'est aussi ça, quoi, de faire perdurer ces valeurs et l'esprit de l'origine des associations. Ok, non mais c'est super intéressant. Alors comment tu fais pour aller, parce qu'on sait que les assos, les établissements, surtout en ce moment, vivent un peu la tête dans le guidon et essayent Mm. de faire avec tout ce qui se passe. Comment t'impliques, comment tu les trouves, comment tu les impliques, comment convaincre des assos de rejoindre, de partager, de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur, comme on aime bien dire.
Alors, il y a forcément, il y a beaucoup de réseaux, hein. J'essaie d'activer les réseaux qui sont les nôtres au sein de l'association, donc au sein des fédérations, voilà, ou des unions. J'essaie d'expliquer un petit peu mon projet. Je fais des podcasts, du coup, Ah ouais, et c'est ça marche bien. important. Et non, et puis après, c'est sûr que c'est une recherche un peu minutieuse parce que l'une de mes missions aussi au sein de l'œuvre vive, c'est de participer à l'attractivité, à la visibilité de ces associations-là, parce qu'en fait, c'est un problème pour moi. Quand je les recherche, elles n'existent pas, ces associations. Elles sont souvent petites, isolées et pas très visibles. Donc, il y a vraiment un travail minutieux de réussir à trouver voilà, toutes ces petites initiatives du territoire dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y a beaucoup de recherches comme ça. Et puis, voilà, c'est du réseau aussi. Et puis, d'essayer de communiquer un petit peu sur ce qu'on veut y faire parce que forcément, il faut trouver les associations qui sont un peu isolées, prendre le premier contact et expliquer correctement le projet, ce qu'on veut y faire et puis donner envie de nous rejoindre, quoi. Donc, l'idée aussi, c'est on a rédigé une charte voilà, pour aussi fédérer l'ensemble des associations et vraiment d'orienter notre culture sur l'accompagnement des personnes qu'on accueille dans toutes les associations. Mais donc ouais, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué d'aller faire un petit peu le tri et de trouver toutes ces petites associations dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais voilà, on active un petit peu tous les leviers, les réseaux qu'on peut connaître et puis on essaie de chercher, quoi. Tu dois rassurer, non? Parce que ça doit faire un peu bizarre, tu vois, t'es ton asso, tu vis dans ton coin, tu fais tes Mm. trucs, on vient te voir pour te dire est-ce que vous voulez partager, mutualiser tout Ouais, ça. c'est En fait, ça. tu dis c'est quoi cette histoire? Merci, Ouais, on a besoin de rien, monsieur. c'est ça, ça fait un petit peu voilà, le VRP qui vient un petit peu croquer la petite association, mais en fait pas du tout. L'idée c'est vraiment de leur expliquer déjà que c'est porté par aussi une petite association, donc évidemment que l'idée c'est de se regrouper avec et pas au-dessus d'eux. Donc voilà, c'est aussi c'est de rassurer, c'est de montrer un petit peu ce qu'on veut y faire. Et puis moi quand je parle de l'association, je mets un point d'honneur à expliquer aussi le fonctionnement du conseil d'administration de cette association en disant que chaque association a voix au chapitre, en disant voilà, une association, une voix, si on peut l'exprimer ainsi. Et donc, que c'est engageant parce que voilà, il faut adhérer à l'association, mais qu'en même temps, si à un moment donné ça nous plaît plus, on peut y sortir. Et que au sein du conseil d'administration, tout le monde prend les décisions et donc que l'œuvre vive ne décidera jamais pour une association adhérente. C'est vraiment toutes les associations qui sont adhérentes qui prennent des décisions ensemble sur les sujets qu'ils auront choisis, mais en aucun cas l'œuvre vive est une association qui sera au-dessus des autres associations. C'est vraiment un trait d'union entre chaque adhérent et donc l'idée c'est ça, quoi, c'est que ça s'impose à personne, mais que ce soit un choix et qu'il y ait du participatif vraiment à tous les niveaux et au sein du conseil d'administration, quoi. Ok, du coup, si on fait partie d'une asso, si on est dans un établissement qui est peut-être un peu isolé sur un territoire qui est géré par voilà, une asso, comment on te contacte? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que Alors, c'est toi qu'il faut contacter? on n'a pas encore de site internet, mais ça va venir. Alors, l'idée en plus du site internet, ça va être intéressant, c'est que on va pouvoir expliquer le projet et puis aussi présenter les associations adhérentes. Donc, ça va Ouais, améliorer la qui souvent, visibilité. ouais, comme tu dis, n'existe pas, non, Oui, il y a vraiment une mission de n'existe pas. communication parce que derrière, on va travailler sur la visibilité des associations et sur aussi l'attractivité, ce qui va permettre, voilà, on parle beaucoup de tension RH par exemple, ça va permettre aussi le recrutement. Et donc pour me contacter, nous on a mis en place enfin voilà, on a une boîte mail, hein, donc on peut me contacter à développement@l'œuvrevive.fr. Ou alors, voilà, moi j'ai mes coordonnées téléphoniques, voilà, 06 76 43 48 97. Et donc voilà, on tombe directement sur moi si on veut voilà, échanger sur le projet, quoi. Donc voilà, et le contact le plus simple du monde, le mail et le téléphone, en Téléphone, attendant quoi. le site internet, quoi. Ça marche, super. Bah, merci pour toutes ces infos Merci beaucoup. et puis bah, tu nous raconteras la suite. Voilà, j'en referai un dans quelques années pour expliquer, voilà, pour Ouais, faire un voilà. retour d'expérience. Voilà. Parfait. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.